Mon père. Mon père, oui. J'ai eu le meilleur père imaginable, un homme doux et amène il voulait que j'apprenne le latin en jouant, sans contrainte, et pour ce faire, il fit venir un Allemand qui ne sut un mot de français, mais qui était capable de s'exprimer en français. En latin, je veux dire, en latin. Ce Horstanus me parlait en latin tout le temps. Commodo vales, valio, etc. Mes parents ont acquis assez de latin pour le comprendre et communiquer avec moi. Et des années après, des décennies, les plus simples gens du voisinage utilisaient encore des appellations latines pour désigner leurs outils. Ce Horstanus est responsable d'une épidémie latine. Mais lorsque j'avais environ 6 ans, mon père prit peur et m'envoya au collège de Guyenne. J'y ai appris le français quand d'autres s'évertuaient d'apprendre le latin. Mon père. J'ai eu le meilleur père imaginable. Il voulait que je fasse carrière, que je devienne magistrat. Il appartenait à une famille de commerçants et tenait les magistrats en grande estime. Les équèmes de Montaigne devaient faire part de la noblesse de robe. La magistrature. C'est un métier. Ennui, gratitude, convention. Qu'est-ce qu'un homme doit faire de sa vie? J'ai hérité du domaine en tant qu'aîné. Un petit château avec une tour qui domine mon jardin, ma basse-cour, ma cour, et c'est là mon siège. Il y a 3 étages. Le premier, c'est ma chapelle. Le deuxième, une chambre où je me couche souvent. Et ma bibliothèque est au 3e étage. J'y passe la plupart de mon temps. J'ai hérité des livres. J'ai hérité les livres. Ouais. Non pas de mon père, qui m'en a passé une bonne dizaine, mais d'Étienne, mon mentor, mon ami, mon autre moi, mon frère. J'étais à son chevet lorsqu'il a expiré. Étienne de la Boétie, le stoïcien, le poète, le juriste, le philosophe, le conseiller des grands de ce monde, le plus polyvalent des hommes. C'était le Socrate de notre époque. Il ne fut pas d'une grande beauté physique, mais il était charitable, irréprochable et talentueux. Étienne bredouilla quelques mots. Il avait gentiment congédié sa femme, renvoyé tout le monde. Il m'avait gardé à son chevet. Il gémissait. Mon frère, me refusez-vous donc une place? Une place. Que voulait-il dire? Si on me demande pourquoi je l'aimais, si on me le demandait avec beaucoup d'insistance, je sens que cela ne peut s'exprimer, sauf peut-être parce que c'était lui, parce que c'était moi. Nous nous cherchions avant de nous être vus, nous nous embrassions en entendant prononcer nos noms, et puis, par hasard, lors d'une grande fête en ville, nous nous sommes trouvés l'un en face de l'autre. Nous sentions que nous n'avions pas de temps à perdre. Nous étions des hommes faits. Il n'y avait pas de modèle à suivre. Nous étions en confiance, connus, liés pour toujours. Il n'y a pas de modèle de référence pour décrire cette amitié. Mon âme se plongea et se perdit dans la sienne dans la mienne, avec une ardeur et une faim pareilles, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Apprendre à mourir. Philosopher, ce n'est pas autre chose que d'apprendre à mourir.
C'est ce que dit Cicéron, et avec lui, Sénèque, Épictète. Le reste n'est que bavardage, savant et vain. Entre la naissance et la mort, le plaisir est notre but, car la mort est le bout certain et assuré. L'obsédante pensée de la mort, l'effroi qu'elle inspire, affadit tout. Les plus belles choses comme les plus élevées, tout. Ne pas y penser, me chuchote-t-on. Mais on ne peut différer l'inéluctable. Je me trouve au milieu du cours de ma vie, il me reste la moitié à vivre. C'est ce qu'on pense. Mais les gens ne veulent pas voir la réalité, la plupart n'atteignent même pas mon âge. Voilà la réalité. La mort a bien des façons de nous surprendre. Anacréon s'est étouffé en avalant un grain de raisin. Mort. Lépidus a heurté du pied le seuil de sa porte. Mort. Ophidius s'est cogné contre une porte. Mort. Échille fut assommé par la carapace d'une tortue enlevée par un aigle. Mort. Oui. Et combien d'hommes ne sont pas morts dans les bras, sur les seins, entre les cuisses d'une femme? Un nombre considérable de Romains, le fils du marquis de Padoue, et même un pape. Ouais, même un pape. Ouais. Un célèbre philosophe grec. La liste est longue, croyez-moi. Un de mes frères est mort à l'âge de 23 ans en jouant à la paume. Une balle a frappé ici, un peu au-dessus de l'oreille droite. Rien à voir, circuler, jouer. 6 heures plus tard, il a expiré. Je ne comprends pas comment, malgré tous ces exemples, la plupart puissent oublier la mort. Cette vulgaire consigne d'Horace, « Jouissez de la vie » n'est que bêtise ou couardise. Il danse, tourne et trotte comme si la mort n'était pas certaine. Et puis soudain, quand elle paraît, s'élèvent les cris, la rage et la panique. Ils sont alors abattus, désespérés, anéantis. Non. Un homme doit se préparer à mourir. La mort est un ennemi qui viendra de toute façon. Au lieu de ne pas y penser, y penser constamment. Se familiariser avec l'idée, une tuile qui tombe, un incident malheureux, un rien, se dire « et si c'était la mort ?» Au milieu de la fête, se dire « cela pourrait prendre fin en un clin d'œil ». Il faut imiter les Égyptiens qui, en plein milieu de la fête, lorsque tout le monde se noie dans la volupté, faisaient apporter un squelette. Memento mori. La mort est une certitude, il faut s'y préparer. Celui qui a appris à mourir est un homme libre, toujours. Il n'y a rien de mal dans la vie pour celui qui a compris que la perdre n'est pas un mal. Il faut toujours être botté et prêt à partir. Je me suis détaché. Mes adieux sont presque faits à tout le monde, sauf à moi-même. Quoi? La tâche n'est pas finie. Quel fin parler. Je veux que la mort me trouve, plantant mes choux dans mon jardin imparfait. Je m'étais imaginé les choses de manière si différente. Je m'étais dit, mon père est mort, Étienne est mort, la cour de justice, je m'y ennuie, à mort, donc je me retire, j'ai ce domaine, cette tour, ces livres.
Je vais m'asseoir, lire, écrire. Oui, écrire, oui. Ce n'est pas une carrière, je sais, mais cela n'aurait pas déplu à mon père, ni à Étienne d'ailleurs. Me consacrer aux muses, jouer avec mon chat de temps en temps, avec les chiens, entretenir les terres de mon père. Oui, bon. Lire, réfléchir, ne rien faire, réfléchir. Mais les choses ont pris un tout autre cours. Un tout autre cours que j'aurais dû prévoir. Ces choses ont été décrites par cet Espagnol, j'ai la mémoire qui flanche, dans un chapitre sur l'oisiveté. Il explique que les terres en friche deviennent évidemment d'herbes sauvages et inutiles si on ne les cultive, et qu'il en va de même de l'esprit. Et c'est vrai. Toutes ces choses qui nous viennent à l'esprit, pas une folie, pas une idiotie qui ne se présente pas à nous, l'âme qui n'a point de but établi se perd et n'arrive à rien, à rien. Et la belle terre fertile se dégrade et devient un terrain vague, un amas de mauvaises herbes. Je ne parvenais à rien, si ce n'est me lamenter et gémir. Mon esprit, faisant le cheval échappé, enfanta des monstres et chimères fantasques, les uns sur les autres, sans dessein, sans beauté ou volupté. Et j'aspirais à la tranquillité. Je veux la tranquillité. Et je me suis donc mis à mon écritoire afin d'enregistrer ces pensées fantasques qui me hantent, afin de les contempler à mon aise, afin de prendre distance et de faire honte à mon propre esprit. Il fallait que je note tout, relise tout, contemple et étudie tout pour trouver la tranquillité. J'écris à propos de tout, à propos de l'oisiveté, des menteurs, de la couardise, de l'ivrognerie, des pousses, des odeurs, de la pédanterie, de la diversion, des coches, des boiteux et des chefs de guerre. Oui, des chefs de guerre dont l'attitude, les émotions changent en un tour de main. Ces chefs qui désirent d'abord furieusement éliminer leurs adversaires et qui, un instant plus tard, sont charmés par je ne sais quoi, et adoptent l'attitude contraire. Le prince de Galles s'estimait offensé par les Limousins et avait pris leur ville par la force, n'épargnant ni femmes ni enfants. Mais lorsqu'il aperçut trois gentilshommes français qui, avec une vaillance incroyable, continuaient à défendre leur ville perdue, sa colère s'émoussa. Ou Skanderberg, qui voulait abattre un de ses propres hommes. Skanderberg, c'est l'incarnation de la violence sanguinaire. Le soldat avait pris la fuite, Skanderberg le pourchassait, et puis, dans sa course, le garçon se résolut, il se retourna, l'épée à la main, avec le courage du désespoir, et cela a suffi pour mettre fin à la colère de son terrible chef. Viens ici mon gars, je t'accorde ma grâce. J'ai un autre exemple, l'exemple de Conrad III, faisant le siège de Bavière, déterminé à massacrer tout le monde. Mais il accepta de permettre aux femmes nobles de sortir à pied, leur honneur sauf, avec ce qu'elles pourraient emporter sur elles. Et quelque temps après, elles sortirent, portant sur leurs épaules leur mari. Et cela a suffi pour adoucir le cœur de Conrad. Son inimitié devint humanité. J'ai d'autres exemples, des exemples, j'en ai tout plein, des anecdotes qu'on m'a rapportées, d'autres que j'ai cueillies dans les livres, je les ai notées, enregistrées. Il reste un problème. Je ne parviens pas à en dégager quelques constances, des principes. À quel moment un homme bascule-t-il ? Je l'ignore. Comment comprendre qu'un homme peut être, un moment,
dur comme fer, à un autre moment et parfois même un instant après, doux comme un agneau. Je ne comprends pas. C'est un sujet vain, divers et ondoyant que l'homme. Il nous faut nous armer, nous endurcir par le raisonnement, devenir constant et stoïque, encrouter notre peau. Ouais. Parlons du pot. Qui connaît cette histoire de cette Parisienne qui se fit écorcher uniquement pour acquérir le teint frais d'une peau nouvelle? Oui. C'est une question de perspective. Il suffit de distinguer l'opinion que nous avons des choses elles-mêmes. Il y a quelques années, j'ai discuté avec des barbares. La barbarie est aussi une question de perspective. J'étais à Rouen quand Charles IX et sa mère y firent leur entrée solennelle. Le roi, un garçon de 13 ans, et sa mère ont fait le tour de la ville, reprise aux protestants. C'était une démonstration de force. La longue suite de la noblesse et des administrateurs devait mettre en évidence la gloire de la royauté. La France est une puissance politique importante, comme l'Espagne ou l'Angleterre. Et il y avait là aussi 3 Indiens du Brésil qu'on interpellait. Oui, admirer notre belle ville, contempler nos richesses. Le gamin s'est adressé à eux longtemps par le truchement d'un interprète, et puis il a poursuivi son chemin, lui et sa suite. Et quelqu'un leur a demandé ce qu'ils pensaient de tout ce qu'ils avaient vu. Ils répondirent 3 choses. J'ai oublié la 3e. Enfin, ils dirent qu'ils trouvaient étrange que tant d'hommes, grands, barbus et armés, obéissent à un enfant, que ces gardes suisses n'avaient pas choisi un des leurs comme chef. Et aussi, je me souviens bien de leur 2e remarque, que tant d'hommes vivaient dans la misère, décharnés par la faim et la pauvreté, alors que d'autres vivaient dans le confort et l'opulence. Je me suis dit, tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi? Ils ne portent point de hautes chausses. J'ai oublié le 3e point. Ils ont fait 3 observations. La première portait sur le roi, la 2e sur la loi, la 3e sur la... La 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 la. La 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 la. En temps de guerre civile et troubles religieux, il y a des choses qu'il vaut mieux oublier. Mon frère, me refaisez-vous donc une place? Étienne, lui, n'a jamais succombé à l'autocensure. Il publiait ce qu'il pensait. J'ai pris ces travaux, je me suis rendu chez un excellent éditeur, ses traductions de Xénophon, de Plutarque, ses poésies latines, ses poèmes français. Est-ce que ceci vous intéresse? Oui, bien sûr, a répondu l'éditeur. Mais est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Un essai, un court traité politique contre le roi. Je crois me souvenir d'un texte de cet acabit. Il a fait un certain bruit. Certains libraires l'avaient sous le comptoir dans l'arrière-boutique. Nous pourrions peut-être ajouter ce petit texte. Étienne m'a uniquement confié ce texte-ci, et je répliquai. J'ai honte. Son pamphlet traite du roi, de notre absurde et collective obéissance à un homme. C'est extravagant. Nos aïeux ont renoncé à leur liberté parce que le prince disposait de meilleures armes. Avec le temps, ils se sont habitués à la situation et maintenant, impressionnés par le spectacle politique, par la démonstration de force, nous pensons que cette absence de liberté est naturelle.
Aucun animal n'est aussi aliéné de son naturel désir de liberté que nous. Il suffit, a écrit Étienne, et il avait à l'époque 16 ou 18 ans, de dire non avec le courage et la vaillance d'un simple spartiate. Il ne faut pas plus pour que tout le système s'effondre. C'est moi que je peins. Je me suis dit que je devais laisser une trace, un souvenir pour mes parents et amis, pour qu'ils puissent retrouver mes traits et mon caractère. Je brosserai dans cet autoportrait mes défauts aussi. Si j'étais né parmi ces Indiens, je me serais peint toute nue, avec mes défauts, mes cicatrices. Mais ici, non. Nous avons des lois et des conventions. Un honnête autoportrait pour ma famille. Oui, c'est important de souligner. Je me suis proposé aucune fin que domestique et privée. Bon, je ne suis pas beau, je ne suis pas grand, plutôt petit, d'une taille un peu en dessous de la moyenne. Ouais, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Pour ceux qui ont des charges à exercer, une belle prestance est un atout considérable. Quand les Indiens ou les Éthiopiens avaient à choisir leur roi, ils prenaient en considération la taille et la stature des candidats. Oui, je le sais d'expérience. Je me trouvais au milieu de mes gens quand un visiteur s'adressa à moi. « Hey, toi, où est monsieur ?» Oui. Et c'est arrivé à Phocion, où est-ce qu'il s'appelait Philopémen, peu importe, disons Philopémen. Ce brave et vaillant chevalier arrive, le premier de sa troupe, dans le logis où on l'attendait. Et l'hôtesse vint vers lui. « Range ton cheval, prends un balai, aide-nous à mettre les tables. » Un peu après arrive toute la compagnie et les gentilshommes voient leur chef maniant un balai. Leur mâchoire en tombe. Et ce philomachin leur dit « Je paye la peine de ma laideur. » La taille est la seule critère de beauté qui importe pour un homme. S'il est petit, peu importe la beauté de son front, la douceur de ses yeux, ses petites oreilles, ses dents blanches, la rondeur de son visage, la fraîcheur de son teint ou la juste proportion de ses membres, tout est alors indifférent, je vous dis. Bon, j'ai la taille un peu forte et ramassée, mon tempérament, jovial sans doute, mélancolique aussi. Bof. Non, je ne suis pas mélancolique, ouais, quoique. Ambitieux. Quant à l'ambition, très peu pour moi. Je m'attache à ce que je vois. À quoi bon? Pourquoi vouloir plus quand on a assez? Les Français sont comme ces singes qui vont grimpant un arbre de branche en branche et ne cessent de monter jusqu'à ce qu'ils arrivent à la plus haute branche pour montrer leur cul à ceux qui sont en bas. Oui, c'est une question de perspective, de concevoir la réalité et les circonstances. Je pense que je suis gentil, mais en ce siècle, on appellera cette qualité de la lâcheté. J'essaye d'être franc, certains me trouvent impoli, mais d'un autre côté, celui qui, dans ce siècle dépravé, a seulement tué son père et commis quelques sacrilèges, est un homme doux et amène, exemplaire et droit. Non, je ne mens pas. Oui, mentir est une stratégie exténuante. On ne peut escroquer les gens qu'une seule fois, peut-être deux, et honnêtement, ma mémoire ne me le permet pas. D'un autre côté, il ne faut pas toujours tout dire. Quelle idée! Mais ce qu'on confesse doit correspondre à la réalité, même si c'est déplaisant. J'étais présent quand
René de Sicile a donné à notre roi un portrait qu'il avait lui-même de lui. Pourquoi ne m'est-il pas permis de faire avec ma plume ce qu'il a fait avec son crayon? Je veux peindre un portrait honnête. Je tenterai de n'oublier aucune cicatrice, aucune imperfection. Je combats ma présomption. Je me pèse, je m'évalue, je vous évalue. Est-ce que j'ai assez d'estime pour vous? Je ne vous connais pas. Je me connais à peine. J'ai fait une chute de cheval. J'étais monté à cheval pour faire une balade près de chez moi. J'avais pris un petit cheval. Au loin, je voyais un de mes gens qui tenait mal sur un puissant roussin. C'était une belle bête de somme. Le petit vantard voulait faire le beau. Il n'a pas su tenir les brides. Le cheval s'est mis au galop. Il a foncé droit sur nous et puis est venue la collision foudroyante. Mon cheval est tombé. Moi, je me suis retrouvé 10 pas plus loin, inconscient, le visage en sang. Ceux qui étaient avec moi ont essayé de tous les moyens de me faire revenir à moi. En vain, ils ont pensé que j'étais mort et m'ont porté à la maison. Et sur le chemin, et après avoir été plus de 2 heures tenu pour mort, je commençais à bouger et j'ai craché le sang que j'avais dans l'estomac. Et lentement, je suis revenu de la mort. Quand je commençais à y voir, je ne discernais rien si ce n'est la lumière. Et puis, je retrouvais mes esprits ébranlés, incertains et hésitants. Je me suis vu en sang, mes vêtements entachés de mon sang noir. J'ai d'abord cru qu'on m'avait tiré dessus, c'est ce que j'imaginais. J'ai refermé les yeux et j'ai trouvé cela doux. J'aimais la douceur de ma faiblesse. M'alanguissant, étourdi, je savourais la douceur du sommeil qui vient. L'agonie qui précède la mort était là, dans ce moment précis qui se situe au début du sommeil, quand on perçoit en rêve ce qui se fait autour de nous, quand on entend vaguement un bruit qui n'atteint que les bords de notre âme. Nous bredouillons une réponse à la suite de quelques paroles qui nous hantent. Je ne savais ni d'où je venais, ni où j'allais. Mon état était à la vérité doux et paisible. Je vis ma maison sans la reconnaître. J'avais été rudement tiraillé par ces pauvres gens qui avaient pris la peine de me porter sur les bras, mais enfin couché, j'ai senti une douceur infinie. Enfin, to die, to sleep, no more, and by sleep to say, we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, to die, no more. C'eût été une belle mort. À quoi ce récit peut-il vous servir? À rien, je crois. Je n'ai pas de consigne pour vous, je n'enseigne rien. Chaque homme est différent, chacun doit s'étudier lui-même.
C'est une entreprise bizarre que d'errer ainsi dans le labyrinthe de notre esprit. Je m'exerce, je n'étudie que moi, et je vous raconte ce que je vois, et cela pourrait peut-être vous être utile, mais peut-être que vous trouvez tout cela indécent. Ouais, je comprends. On a fait du parler de soi un travers de vantard. Cela dit, quand un enfant a un peu de morve au nez, on le mouche, on ne lui coupe pas le nez. Ouais, et puis quoi? Quand bien même il serait présomptueux de parler de soi, je le ferai quand même. J'ai promis d'être honnête. Il faut donc que j'avoue sans doute que je suis présomptueux. Mais je comprends. Le vent gonfle les outres vides. La présomption, les hommes. Il faut éviter les abus, garder la mesure, être fidèle à un dessein. Je ne suis pas philosophe, mais quelqu'un comme Socrate, qui tout le temps traite de lui, se garde bien d'un savoir livresque. Mon métier et mon art, c'est vivre. Je dépeins l'œuvre d'art à laquelle je travaille chaque jour. La sagesse commence par la volonté de se connaître. Voilà mon objectif. Et Socrate est mon exemple. Je n'ai jamais vu monstre ou miracle plus manifeste que moi-même. Avec le temps, on parvient à apprivoiser l'étrangeté, mais plus je me fréquente et plus je me connais, plus ma difformité m'étonne. Plus je m'étudie, je me relis et je me contemple dans le miroir, moins je me comprends. Je change tout le temps. Une ride ici, une nouvelle pensée là. Après quelque temps, je suis quelqu'un de complètement différent. Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Toutes les choses y sont sans cesse en mouvement. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte. Je n'ai pas de prise sur moi-même. Je cause, j'écris. Que sont ces papiers? Rien. Les feuilles de mon livre pourront toujours servir à envelopper le beurre acheté au marché. Tout cela ne rime à rien. Pour faire plaisir à mon père, j'ai traduit un livre, un traité théologico-philosophique écrit par un Catalan, Raymondus de Sabonde, Raymond Sebon. C'est un livre ingénieux. Il tourne autour de l'idée que les hommes pourraient comprendre la création par la pensée. C'est un beau livre, accessible et cohérent, qui a suscité un torrent de critiques. On m'a expliqué que Sebon part d'une mauvaise intention, qu'il ne faut pas essayer de fonder la foi sur la raison. Ouais, je comprends l'objection. Il faut accepter le mystère. Oui, c'est certain qu'on ne peut accéder à Dieu par la pensée. Mais bon, est-ce que le livre de Sebon ne peut pas nous aider à y voir un peu plus clair? Est-ce que notre foi est tellement inébranlable qu'elle peut se passer de toute aide? Et puis, nous avons bien reçu la raison pour en faire quelque chose, non? Par ailleurs, nous avons reçu notre religion comme d'autres ont reçu la leur. Je suis né dans un pays où le christianisme était en usage. Soit un homme admire le prestige d'homme admirable qui pratique une religion, soit il craint les dangers que courent les mécréants.
Ce sont des liens humains. Un autre pays, une autre religion. Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. La barbe, les sectateurs. S'ils n'ont pas d'arguments plus convaincants, qu'ils se taisent. Et puis, qui sont ces gens qui estiment que les arguments raisonnables de ces bons ne tiennent pas? Est-ce qu'ils sont infaillibles? Est-ce qu'ils ne se sont jamais trompés? Quel orgueil! Quelle vanité! Ils sont persuadés que la voûte céleste, la lumière éternelle, les mouvements effrayants de cette mer infinie ont été établis pour eux. Que l'homme est le centre et le maître de l'univers. Les pauvres. Cette misérable et chétive créature qui est incapable de se maîtriser, qui gémit à la moindre douleur, cette créature commanderait l'univers? Quelle présomption! De toutes les créatures, l'homme est la plus frêle et la plus orgueilleuse. Elle est logée ici, au milieu de la boue, et elle croit peupler le ciel. L'homme s'égale à Dieu et est persuadé d'être supérieur aux autres créatures, aux animaux, ses confrères et compagnons. Je crois que nous nous surestimons constamment parce que nous disposons de la raison. Oui, la raison. Est-ce que nous sommes plus heureux parce que nous raisonnons? Sommes-nous plus sages que Socrate qui vivait à un âge révolu? Plus sages que le paysan qui pour nous laboure la terre? Et est-ce que la raison nous préserve de l'idiotie et de la folie? Dites combien de fois les grands philosophes et savants n'ont-ils pas changé d'opinion? Et est-ce qu'ils n'avaient pas tous d'excellentes raisons pour le faire? J'aime l'idée de Pythagore qui estimait que la quête de Dieu, des causes premières du grand commencement, n'était autre chose que l'extrême effort de notre esprit vers la perfection. Une façon que tout un chacun a de se perfectionner, de devenir un homme meilleur. Oui, il y a là une idée. J'ai lu quelque part dans Platon que l'univers, que la nature, est une poésie énigmatique, une peinture voilée et ténébreuse. Qu'est-ce la philosophie sinon une géniale chimère, une poésie sophistiquée et admirable pour amateurs d'idées abstraites? Thalès, le sage, le philosophe omniscient, marchait toujours les yeux levés vers le ciel. Une jeune fille, une petite servante, a mis sur son passage une petite pierre pour le faire trébucher. Voilà un conseil précieux. Au lieu de vous perdre en conjectures, en épicercles et hypothèses scolastiques, revenez à la terre ferme. Ceci est mon univers, ma réalité, le monde dans lequel je vis. Voici mon chat, là. Le chat qui vient de temps en temps se frotter contre mes jambes. Voici les gens qui m'entourent.
Mon chat est mon petit pourceau à moi. Je m'explique. Pyrrhon, le sceptique, se trouvait un jour de grande tourmente dans un navire et toutes les personnes à bord paniquaient, toutes excepté Pyrrhon. « Regardez le pourceau, disait-il. Est-ce qu'il est pris de panique? À quoi sert alors l'intelligence si c'est pour vivre inquiet? Quelle certitude avons-nous? Que savons-nous vraiment? Pas grand-chose. Nous constatons quelque chose en nous appuyant sur la raison et nous vérifions ce constat par la raison. Nous tournons en boucle. Et si notre instrument était déficient, de quoi sommes-nous vraiment sûrs? Mais absolument certains du fait que nous ne savons rien avec certitude, que nous sommes de misérables ignares. La plus calamiteuse et frêle de toutes les créatures, c'est l'homme, mais en même temps, la plus orgueilleuse. Si je devais me choisir une devise, je crois que ce serait « Que sais-je? Que sais-je » Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que je pourrais le savoir? Est-ce que nous savons quelque chose avec certitude? Ça me soulage admettre que je ne sais pas, que je n'ai pas la solution. Lâcher prise, jeter l'éponge, au milieu de la tempête, se dire « Est-ce que je peux changer le cours des choses ?» Non. Inutile de se crisper alors. La mort, la tempête, qu'importe. Lorsqu'on est incapable de dire quelque chose de sensé, il faut imiter le valet et la chambrière, ou même les laboureurs de ma région. Cultiver la terre, planter des choux, accepter ce qui adviendra. On peut combattre la peur de deux façons, en accumulant les arguments raisonnables ou en se disant « Cette peur est une création de mon esprit, et mon esprit n'est pas sans défaut. » Il faut éviter de se laisser emprisonner dans la folle course des raisonnements. Mieux vaut lâcher la bride. Je veux que la mort me trouve, plantons mes choux dans mon jardin imparfait. Monsieur de Montaigne, puisque j'ai en estime grande votre fidélité et zélée dévotion à mon service, ça m'a été plaisir d'entendre que vous avez été élu maire de ma ville de Bordeaux, ayant eu très agréable de confirmer la dite élection et d'autant plus volontiers qu'elle a été faite sans brigue et en votre lointaine absence. À l'occasion de quoi mon intention est de vous ordonner et enjoindre bien expressément que sans délai ni excuse, reveniez au plus tôt que la présente vous sera rendue, faire le dû et service de la charge où vous avez été si légitimement appelé, et vous ferez chose qui me sera très agréable, et le contraire me déplaira grandement. Prions Dieu, monsieur de Montaigne, qu'il vous ait en sa sainte garde, écrit à Paris, 26e jour de novembre 1581. Signé Henri. Non, c'est pas encore fini. Quelques pages. Bon, donc, maire de Bordeaux. L'idée ne me faisait pas particulièrement envie. Défendre les intérêts de la ville, préserver la paix, et puis naviguer et louvoyer entre le roi Henri et le prince protestant, mon voisin, Henri de Navarre.
Mais quelle curieuse expérience. Soudain, des gens qui m'ignoraient auparavant me saluent avec respect. Je me dis alors, nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise. Le maire et Montaigne ont toujours été deux, d'une séparation bien claire. Vous saluez mon col, mon costume, mais si vous me voyez en chemise, avec cette chemise éculée que je porte à la maison, vous ne me verriez pas. Et soudain, il faut aussi annoncer la couleur. Êtes-vous de nous, catholiques? Ou avez-vous quelque sympathie pour la réforme? J'étais un noir pour les blancs et un blanc pour les noirs. Les catholiques devenaient de plus en plus nerveux, car la mort du roi signifierait l'ascension au trône du prince protestant. La guerre civile est horrible. Tout le monde se méfie de tout le monde. L'ennemi parle la même langue, ressemble à vous et moi, porte les mêmes vêtements que vous et moi. Il pourrait être votre neveu, la femme de votre meilleur ami, ce qu'un homme ne fait pas à un autre homme. Au nom de principe, au nom de la religion véritable. Lorsque les rois de Castille ont exilé les Juifs, le roi du Portugal leur a offert l'hospitalité, sous condition, bien évidemment. Ils pouvaient rester au Portugal pendant un moment, à condition de se convertir ou de prendre le bateau pour l'Afrique. Celui qui refuse ces options est condamné à l'esclavage. Mais en même temps, le roi a rendu ce départ presque impossible. Et les quelques-uns qui ont opté pour le voyage furent harcelés et dépouillés pendant la traversée. Et ceux qui y sont restés ont alors décidé d'accepter l'esclavage, ou firent comme s'ils étaient devenus chrétiens. Je hais la cruauté. S'il n'y avait qu'un seul critère pour distinguer la bonne de la mauvaise politique, que ce soit celui de la cruauté. Je hais cruellement la cruauté. Je n'ai jamais compris que les hommes éprouvent quelque plaisir à tuer, à couper les membres de leurs ennemis. Je n'ai jamais compris qu'ils se cassent la tête pour imaginer de nouveaux et affreux supplices, sans qu'il n'y ait une hostilité réelle, sans qu'il n'y ait un avantage à tirer de ces supplices, non juste pour le plaisir de voir un autre homme souffrir, d'entendre un autre homme pleurer. Est-ce que c'est de la bestialité? Non. L'inhumanité appartient aux hommes. Les mots, les concepts me font défaut. Mais je sais le contraire de cette inhumanité. C'est la miséricorde. Quoique, même dans la miséricorde, nous apprécions le goût doux amer de la souffrance d'autrui. Même les enfants le ressentent ainsi. Nous vivons dans un siècle débordé. Si vous pensez aux sauvages de l'autre côté du monde, à ces barbares, oui, je sais. Ils ignorent tout de la littérature, des mathématiques, c'est vrai, mais ils ignorent aussi les mensonges, la trahison, la concupiscence, le vol. Est-ce que je vous ai déjà raconté que j'ai rencontré 3 cannibales à Rouen? Ces cannibales en jupon. N'oubliez pas, les cannibales ne mangent leurs ennemis que trépassés. Ils découpent les corps quand ce sont déjà des cadavres. Savez-vous ce de quoi nous sommes capables, nous, lorsque nous partons en guerre? Comment nous torturons les vivants? Certainement quand il y a de l'or en jeu, qu'il est la pire des choses. Et les cannibales, oui, je sais, ils ne portent pas de pantalon. Ouais. Ils ne s'entretuent guère pour un point de religion. Guerre civile, guerre de religion, combien de temps vivrons-nous cette déchéance morale? Et puis la peste est arrivée. La peste, comment décrire ce moment?
Je et Étienne, la peste sévissait partout. À Bordeaux, lorsque j'étais maire, la mort inéluctable. Nous devions éviter les malades et leurs affaires dans l'espoir de sauver notre corps et notre vie. Sauver notre corps et notre vie. Le corps est la vie de ma petite fille, ma vie à moi. Ce n'est pas très courageux, ce n'est pas très généreux non plus, mais j'ai sauvé ma propre vie. Carpe diem, dit le poète. Je suis père de 6 enfants. Toinette est morte après 1 mois. Un autre enfant n'a pas eu de nom. Il était mort-né. Anne est morte après 1 mois. Marie aussi. Il y a eu un autre enfant. Mort-né. Mais Léonore vit. Elle vit. Mon frère, me refusez-vous donc une place? L'obsession d'Étienne était que je me maîtrise, que j'agisse en stoïcien, mais je suis aussi un épicurien. Étienne disait tout le temps, maîtrise-toi, comporte-toi comme un homme, tiens-toi droit, comme ces Spartiates qui se lavent et se rasent paisiblement, quelques instants avant de se lancer dans la bataille. J'y pense souvent. Je l'essaie tout le temps. Je suis qui je suis. Je suis le livre que j'ai écrit. Pour qui écrivez-vous? Pourquoi? Pour ma famille, pour moi-même, pas pour vous. Pas pour vous. Oui, pour vous quand même, mais que vaut ce livre? Du papier à emballer le poisson. Quand je relis mes pensées, je me sens comme un homme qui se retourne sur sa propre merde. Les essais de Michel Sieur de Montaigne ou les excréments d'un vieil esprit. Tout ce babillage et bavardage, ces gloses, des gloses, words, slanders. For the satirical rock says here that old men have grey beards, that their faces are wrinkled, their eyes purging thick amber and plum tree gum, and that they have a plentiful lack of wit, together with the most weak hams. Les Romains n'ont jamais plus écrit ni discutaillé lorsque leur empire s'écroulait. Nous vivons dans un monde d'ergoteurs, de chicaneurs, de détracteurs. Pensez-vous que les Spartiates perdaient des heures à discutailler ou babil des philosophes? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'ils voulaient avant tout montrer à leurs enfants ce qu'est une bonne vie. Le père qui veut faire de son garçon un honnête homme doit se comporter comme un honnête homme. Ouais. D'un autre côté, avec l'âge, la diversion devient agréable. Savez-vous ce qui rend la vie agréable? Les melons. J'adore les melons. Et le vin blanc. Et le poisson frais. Quoique, j'estime comme Épicure que dans un repas, la nourriture est moins importante que la compagnie. J'aime une bonne conversation entre amis. J'aime moins ces conversations civiles sur des sujets communs. Alors je me tais, je m'écrase. Une honnête conversation est franche, virile et violente. On n'en sort pas sans cicatrice. C'est à cela qu'on reconnaît la véritable amitié. À la volonté de s'approcher ensemble de la vérité. Socrate n'a jamais refusé une bonne conversation. J'avance grâce à celui qui me contredit. Mes détracteurs m'aident davantage que mes admirateurs. Il ne s'agit pas de découvrir la vérité,
J'aime ces mots qui amollissent nos propos. Peut-être, dans un sens. Et si j'avais à éduquer des enfants, je leur enseignerais des expressions qui permettent de mettre en question des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne le comprends pas. Est-ce qu'il serait possible que... Vraiment ? Je préfère un homme qui se comporte à 60 ans comme un apprenti à un garçonnet qui se croit un docteur. Je déteste les pédants. J'aime la discussion. Et dans la discussion, tout homme doit être libre de penser et de s'exprimer. Il est impossible de discuter avec un fou. Cela dit, souvent le fou dit la vérité, mais il est difficile de discuter avec lui. Et on ne peut pas discuter non plus avec ceux qui sont de mauvaise foi, qui continuent sur un détail et contournent l'essentiel. Et les femmes, est-ce qu'on peut discuter avec les femmes ? Évidemment. Oui, je suis en conversation avec Marie de Gournay. Elle m'a écrit parce qu'elle aimait mon livre. J'aurais fait le tour du monde pour quelqu'un comme elle. Ah, les femmes. Parfois, je ne comprends pas pourquoi elles acceptent de se plier à des lois qu'elles n'ont pas édictées. Les femmes. Jeune, je me suis brûlé maintes fois à ce feu. Des amis m'ont alors aidé, des amis, des gens avec lesquels on parle, on rigole, on s'amuse, dans la compagnie de lesquels on se tait. Et on lit un livre. J'ai hérité des livres. Ouais. Donc j'ai tout le temps mon nez dans les livres. Non, les livres sont des compagnons qu'on peut interpeller, qu'on peut écarter, qu'on peut emmener en voyage. Ouais, en voyage, j'ai dansé avec Dividia, une paysanne avec un affreux goitre dans le cou. Elle connaissait par cœur des parties entières de l'Arioste. Dividia. Qu'Épicure et Socrate passaient tout leur temps à lire. Non. Ils sortaient, ils discutaient avec des amis. Socrate dansait. Dans les soirées, il faisait la java. Danser. Toute la nuit. Danser. Avant, je pensais que je devais être sérieux. Que je devais me préparer à la mort. Que je devais faire ceci ou cela. Et maintenant, je pense que qui veut être ange fait souvent la bête. Et maintenant, je sais que celui qui est monté sur des échasses marche encore sur ses propres jambes et que sur le trône le plus élevé du monde, nous sommes encore assis sur notre cul. Sur le trône, sur notre cul. Je voulais être Socrate. Quelle idée bizarre. Je ne suis pas philosophe, mais je sais danser. Et quand je danse, je danse.
permettre de venir vous voir. D'abord